Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue ce soir avec un ami et je voulais parler de la France et de la France pays de caste, pays de réseau. Alors c'est pour ça qu'on meurt actuellement, c'est pour ça qu'on va s'effondrer. Donc, on va s'effondrer mais on va repartir parce qu'en général après l'effondrement il y a la reprise. Mais on meurt d'un vieux système obsolète. Euh, Complètement corrompu. Alors je vais parler un peu de ce système de caste et je vais surtout donner 2-3 exemples pour vous montrer comment il fonctionne. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo de faire une vidéo géante vous expliquant vraiment tout le système français qui est un système très complexe, mais j'ai vu juste aborder le tout par la partie, donc je vais essayer de parler, de vous montrer comment fonctionne notre pays et comment on peut s'enrichir comment on peut maintenir sa puissance quand on est en haut et s'enrichir sur le dos du contribuable sans en avoir conscience réellement, parce que ces gens qui nous dirigent n'ont pas conscience qu'ils sont des parasites. C'est un problème, et c'est un problème général à notre pays. Un problème propre à notre pays qu'on ne rencontre pas partout en Europe. Alors, tous les pays ne fonctionnent pas de cette façon. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, mais nous, actuellement, on est en train de s'écrouler à cause d'un système bien particulier. Alors, j'ai parlé un peu de ce système de caste, système de réseau très propre, très particulier à la France. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, ce sont des exemples fictifs, qu'on ne me dise pas vous attaquez EDF, GDF. Je vous montre simplement comment ça fonctionne. Comment ces gens qui sont au pouvoir continuent à s'enrichir. Alors, je ne vais pas parler de politique, là, je vais parler de réseau. Alors, par exemple, vous avez... par exemple, je connais, alors on va dire que tout est fictif, même si ce n'est pas totalement fictif. Alors je connais par exemple un fils de famille, très gentil au demeurant, qui ne savait pas ce qu'il devait faire de sa vie, alors qui a eu une vie, une jeunesse un peu folle, en allant en Belgique, fumer du hashish avec ses amis, en faisant une école de cinéma. Et puis un jour, 30 ans venus, il se dit il faut que je retourne bah, dans la vie professionnelle réelle, et puis on le voit qui reprend la boîte à papa. Alors mettons que papa a une boîte dans le BTP, une grosse boîte qui permet de traiter, qui traite tous les corps de métier pour de la construction. Donc c'est quelqu'un qui gère, il a une grosse boîte, le fiston qui ne sait pas quoi faire reprend cette boîte. Et puis alors là, pour reprendre cette boîte, il a la chance d'avoir papa, d'avoir les relations de papa, donc les relations de juriste, les relations d'avocat, les relations de fiscaliste, qui lui permettent de bien gérer sa boîte. Et là, il faut qu'il continue à avoir plus de relations. Alors, il rentre dans la franc-maçonnerie. Alors, on rentre pas dans la franc-maçonnerie par vocation, pour essayer d'aider le monde, pour essayer d'éclairer le monde, de sortir des ténèbres. On rentre dans la franc-maçonnerie essentiellement pour se faire des relations et pour continuer on va dire, à régner ou continuer à se maintenir à la place où on est, ou essayer de gravir des échelons. En général, c'est surtout des groupes d'hommes qui s'associent justement pour être plus puissants et pour s'entraider. Ce n'est pas, c'est très très particulier. C'est un peu le clubhouse dans les clubs de golf, où l'entrée est à 4 000, 5 000 euros. En fin de compte, jouer au golf est un prétexte pour rencontrer aussi des gens riches. C'est comme ça que se font les affaires. Mais bon, en France, allez, on va rentrer dans la franc-maçonnerie pour se faire des relations. Alors, il y a plusieurs loges, tout est différent. Alors, je ne veux pas une fixation sur la franc-maçonnerie, parce que il n'y a pas que ça en France. Mais voilà, ce garçon n'était pas franc-maçon à la base. Il décide de rentrer dans la franc-maçonnerie pour se faire des relations. Alors là, dans la franc-maçonnerie, il va rencontrer des gens qui ont des bons postes à EDF, GDF, par exemple, qui est une boîte importante avec une participation de l'État à 79%. C'est tout ça, pour moi, c'est fictif. Je donne un exemple qui pourrait être avec Total ou avec Bouygues ou avec d'autres choses. Donc voilà. Donc ce jeune garçon reprend la boîte de papa avec papa derrière. Il a 32, 33 ans, 34, 35, je sais pas, ça peut varier. Et là, il se fait des amis. Et puis, il dit qu'il a une boîte de BTP. Et puis à ce moment-là, il y a EDF, GDF, il dit attends, justement, nous, comme t'es franc-maçon, c'est bon, t'es avec nous. Nous, on a des bureaux à construire, on doit s'installer
telle zone, hein, où justement l'État, par exemple, défiscalise, on paye moins à cet endroit-là, donc on veut s'y installer, on a besoin de mettre nos bureaux. Alors comme derrière il y a l'argent de l'État, on peut payer une fortune les bureaux que tu construis, tu vas nous construire des bureaux, on a besoin de s'installer là-bas, créer de l'emploi dans la région. Le gars, il est franc-maçon, il est bien, il est d'une famille riche. Alors il dit, ok, d'accord, il n'a pas avancé d'argent. EDF, GDF, il fait un papier, il dit, bon, on te signe ça, comme quoi on va te louer pendant 6 ou 7 ans ou 10 ans les locaux, hein, que tu nous construiras pour nous dans cette zone, qui vont créer en même temps de l'emploi. Donc est-ce que tu peux nous construire des bureaux? Alors le gars, il dit, parfait, j'ai la boîte à papa hein, derrière moi. Donc il va avec sa banque avec un papier comme quoi, papier EDF, GDF avec participation d'État à 79%, veut construire, je ne sais pas moi, 300 bureaux, un immeuble entier de bureaux. La banque dit, c'est formidable, on vous avance l'argent, puisque derrière, on est sûr d'avoir EDF, GDF, cette grosse boîte qui va vous louer pendant 7-10 ans ces locaux. Donc, les travaux seront financés entièrement par la banque, remboursé par EDF, GDF avec l'argent du contribuable, bien sûr, parce que c'est une boîte d'État, donc et on peut payer 2 fois plus cher les choses, 2 fois plus cher les bureaux quasiment. Hein. Donc voilà, donc le jeune garçon qui ne savait pas quoi faire de sa vie, qui a pris la boîte à papa, se retrouve à ce moment-là en train de construire des grands bâtiments avec l'argent de la banque, lui il n'a rien avancé, et derrière les locations qui vont être pendant 7 à 10 ans par EDF, GDF. Qu'est-ce qu'il arrive à la fin de ces 7 à 10 ans? EDF, GDF quitte les locaux, il n'en a plus besoin, et à ce moment-là, le monsieur, le jeune garçon, qui a 7 ans de plus, qui a 40 ans par exemple, hein, eh ben, se retrouve avec des locaux entiers qui ont été payés, qu'il a loués pendant 7 ans ou 10 ans à EDF, GDF, donc ils lui ont remboursé 100% son crédit, et ce monsieur se retrouve propriétaire d'un grand bâtiment qu'il n'aura pas payé, hein, et par ses relations, il les aura fait construire, et il aura aidé EDF, GDF, et voilà comment ça se passe. Donc vous voyez, payer avec l'argent du contribuable, hein, et puis avec les bénéfices que fait EDF, GDF, évidemment, mais comme c'est une boîte d'État, c'est nous, on peut les payer beaucoup plus cher, puisque ce n'est pas des actionnaires privés derrière, donc ça sera des actionnaires d'État. C'est fictif, hein, ce que je raconte. Je vous montre à peu près comment ça pourrait se passer, comment ça se passe. Donc, et ce jeune garçon qui était entré dans la franc-maçonnerie se retrouve par ses relations propriétaire d'un vaste bureau qu'il revendra ou qu'il louera et sera à ce moment-là très riche à millions. Hein. Il l'était déjà, mais il le sera encore plus. Maintenant, ça passe de fils de en haut. Vous voyez, donc il se sera enrichi sans n'avoir rien fourni hein, à la base, puisque c'est tout ça, c'est les réseaux qui lui auront permis de construire ses bureaux, de les louer pendant 7 ans aux frais de GDF, qui avait besoin justement, dans cette zone, de créer de l'emploi. Vous voyez, voilà comment ça se passe un peu, et bon, quand il est rentré dans la franc-maçonnerie, il a eu des relations, il a pu s'enrichir encore plus. Alors ce jeune garçon est super sympa, il n'a pas l'impression d'avoir volé l'État, il a l'impression d'avoir construit des bureaux, mais en vérité, ce sont des vastes arnaques avec des réseaux où les pauvres, en fin de compte, ne font que payer, hein, payer du gaz, payer avec leurs impôts, et puis soutenir des grosses boîtes hein, comme ça avec participation de l'État. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et ils n'en ont même pas conscience. Ils n'ont pas conscience qu'ils s'enrichissent sur le dos de l'État et que ce sont des magouilles, des arnaques entre eux. Hein, et que nous, les pauvres, les travailleurs, hein, ils se retrouvent dans la merde à payer pour toutes ces grosses boîtes qui, en général, comme EDF, GDF, hein, toutes ces grosses boîtes ne payent pas leurs impôts en France hein, parce qu'ils fournissent, ils créent de l'emploi et en échange, l'État ne leur fait pas payer d'impôts, hein, on va dire. Et c'est pour ça que toutes ces grosses boîtes du CAC 40, en général, toutes ces grosses boîtes, ces grosses entreprises dites françaises en mettant le cul à l'étranger et ne payent pas d'impôts la plupart du temps, ou très peu d'impôts. Hein. Donc c'est ça. Donc on se retrouve quand même dans un pays qui est assez corrompu. Vous voyez, sans en avoir l'air, les gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce sentiment d'être corrompus, mais en fin de compte, ce sont des réseaux qui permettent à des gens de s'enrichir sur un peu sur le dos de l'État, des contribuables. Hein. Alors je vais vous parler un peu aussi, bon, comme on est un pays d'esclaves, je le répète encore une fois, je suis ni communiste ni d'extrême droite, j'explique un peu les choses, c'est organique, mais vous voyez, ça ne peut pas tenir parce que ça ne peut pas continuer dans un pays de corruption comme ça où les pauvres gens payent des impôts d'une façon exorbitante. Les classes moyennes payent énormément d'impôts. Alors en bas, il y a les pauvres qui vont éviter de payer des impôts en tendant la main en étant RSA hein, ou en ayant payant pas d'impôts.
l'impôt parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Puis dès que les gens veulent entreprendre, en général, ils sont cloués directement parce qu'il y a un système législatif tellement lourd et tellement complexe qui est fait par les castes dirigeantes, par les castes dirigeantes et pour les castes dirigeantes, hein, qui empêche justement les gens qui voudraient s'élever de monter un système juridique tellement complexe, un système d'imposition tellement complexe, que c'est que les gens qui ont même des idées, une classe moyenne qui aurait inventé un truc, qui voudrait le commercialiser, créer sa petite société, va déjà crouler sous une juridiction tellement lourde et un système fiscal tellement dur, qu'il sera écrasé parce qu'il n'en connaît pas les règles, les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne. Il n'est pas né dans un milieu de gestionnaire comme toutes ces classes bourgeoises, bourgeoises entre guillemets, parce que bourgeois c'est une caste en France. On peut être un bourgeois, on peut être un bourgeois ruiné, hein. On est bourgeois, on reste bourgeois, donc c'est une caste, donc une caste dirigeante en France, hein, très particulière à la France. On ne trouve pas de bourgeois à l'étranger, on trouve des riches, des pauvres, mais pas cette caste bourgeoise. Il n'y a pas cette bourgeoisie, petite bourgeoisie, bourgeoisie de province. C'est typiquement français, pays de caste où on se reproduit, où les gens se reproduisent entre eux, hein. C'est dans leurs milieux sociaux. Il n'y a pas de montée sociale, l'ascenseur social est bloqué au rez-de-chaussée quand on est pauvre, hein, ou à la cave, je dirais même au sous-sol. Et on dit que l'ascenseur social, ou bien même on dit que la montée sociale, en France, c'est une échelle sans barreaux. Hein, donc c'est terriblement dur. Alors, je voulais faire un petit exemple aussi, le crédit pour les pauvres et le crédit pour les riches. Alors il y a deux façons d'utiliser le crédit. Hein, quand on est pauvre, le crédit, on le prend malheureusement pour pouvoir s'acheter une petite maison, hein, parce qu'on n'est pas propriétaire. Donc c'est très dur, on travaille pour un patron, on rêve d'avoir un petit toit, donc on s'endette 30 ans, hein, pour pouvoir s'acheter une petite maison. Ce qui nous oblige, hein, ce qui oblige le pauvre à fermer sa gueule, à subir un patron. Donc ça permet en même temps de stabiliser la société, hein, pour payer son petit crédit, pour mettre pour payer sa petite maison ou son petit appart, hein, dans lequel il mettra sa petite famille. Hein. Alors il va payer son petit crédit 30 ans, et en fin de compte, il ne sera pas propriétaire parce que c'est la banque qui est propriétaire tant que le crédit n'est pas payé. Et puis quand il arrive à la fin de son crédit, il meurt, et à ce moment-là, il est obligé de vendre, et pour payer les droits de succession et pour que les enfants puissent récupérer une petite partie, s'il n'a pas mis de côté. Et comme en général, il se prend un crédit qu'il prend à la gorge, hein, il se retrouve un peu baisé, donc tout revient à l'État en fin de compte. Donc ça, c'est une façon d'utiliser le crédit pour les pauvres, hein. C'est un crédit qui attache, qui enchaîne et qui rend le pauvre esclave. La France, comme je dis tout le temps, est un pays d'esclaves parce que les gens, la plupart du temps, ne sont pas propriétaires. C'est un des pays d'Europe où la plupart des gens ne sont pas propriétaires. Alors, on dit l'Allemagne, mais j'ai expliqué que l'Allemagne c'était autre chose. Les gens sont très mobiles et ils bougent avant de se fixer. À ce moment-là, ils achètent, donc ils ne sont pas propriétaires que très tard. Mais en France, en général, les gens ne sont pas propriétaires, ou ils sont à crédit, donc c'est la banque qui est propriétaire, ou ils sont chez des logeurs qui possèdent des pâtés de maisons entières. Ça peut être des SCI qui appartiennent à des grosses familles, hein, ou ça peut être des fonds de pension qui tiennent des appartements, hein, qui tiennent des groupes, des immeubles entiers. Mais en général, le Français n'est pas propriétaire de son logement, souvent, hein. Donc un pays de travailleurs qui n'est pas propriétaire de sa terre, ça s'appelle un pays d'esclaves. Je vous le répète encore, et comment peut-on être patriote, comment peut-on se battre pour son pays quand sa terre, quand son logement ne vous appartient pas, ne nous appartiennent pas? Il faut redonner cette possibilité aux gens d'accéder à la propriété. Alors ça, j'ai des règles, je les donnerai après. Donc alors le crédit, ça c'était le crédit pour les pauvres, hein, système pour attacher, hein, les gens, hein, le crédit comme entrave pour éviter aux gens de partir et pour en faire de bons toutous dociles qui obéiront et qui continueront à payer leurs impôts pour engraisser un État toujours plus gourmand et toujours inefficace, car il y a une mauvaise redistribution de l'impôt, c'est-à-dire que l'impôt est payé par les classes moyennes et pas par les grosses sociétés. Hein, les grosses sociétés qui ont le cul à l'étranger, c'est les PME et les travailleurs qui payent l'impôt. Et si tout le monde participait, à ce moment-là, ça irait beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Puis il y a un problème moral de caste aussi, c'est ça avant tout, le problème de caste en France. Donc le crédit pour les riches, alors le crédit pour les riches, c'est quoi, hein? Eux savent, on va dire la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie française, les castes dominantes, l'oligarchie française, c'est très bien utilisé tout le système législatif et juridique et le système d'imposition français qui a été fait par eux pour eux, hein, il faut le savoir, hein, puisque ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, qu'on retrouve
au niveau politique, et c'est eux qu'on retrouve au niveau législatif qui font les lois aussi, hein, souvent. Donc le crédit pour les riches, c'est quoi, hein? Quel est l'avantage? Par exemple, vous êtes patron d'une grosse société, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez céder votre société à vos enfants, et bien à ce moment-là, vous allez prendre un crédit. Alors moi, je ne suis pas juriste, hein, je discute des fois avec mon fiscal et avec un ami fiscaliste, mon fiscaliste, on va dire. Donc vous prenez, alors moi je ne le savais pas, moi j'étais RMiste avant, hein, avant de devenir un auteur à succès mondial. Donc, qu'est-ce que fait un riche quand il veut redonner sa boîte à ses enfants? Ben, c'est tout simplement pour ne pas payer beaucoup d'impôts, sur les successions, d'impôts. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, au moment de redonner des parts à ses enfants, un peu avant, il prend un gros crédit, hein, un gros crédit qui sera retranché à la valeur de l'entreprise, donc l'entreprise va vraiment baisser en valeur, et comme ça, il pourra donner les parts à ses enfants, hein, qui reprendront la société, sans payer beaucoup d'impôts. Hein. Donc c'est un système fait par les riches pour les riches. Hein. Donc voilà comment jouer sur la fiscalité, jouer sur le crédit quand on est riche, justement pour payer moins en vérité, et quand il aura redonné, justement avant de passer la main à ses enfants, donc sans payer beaucoup parce qu'il prendra un gros crédit, et ben le crédit sera utilisé pour moderniser l'entreprise, tout simplement. Hein. Donc ce sont des techniques, vous voyez, le pauvre ne maîtrise pas le crédit, le riche, donc la caste dirigeante, la bourgeoisie française, hein, le maîtrise, et on se retrouve tout le temps de la même façon avec les pauvres enchaînés et les riches qui jouissent de ce système. Donc vous voyez un peu comment fonctionne la France, c'est un peu triste, et elle fonctionne sur un système juridique et législatif, un système d'un peu très dur, très complexe, qui ne peut être maîtrisé la plupart du temps que quand nous avons les relations familiales qui nous fourniront les bons juristes, les bons comptables, les bons fiscalistes, hein, les bons avocats pour pouvoir gérer et se maintenir au pouvoir en France. Et si vous avez des idées, vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'énergie, vous voulez en France commencer, vous avez une passion, je sais pas, l'automobile, vous trouvez un truc pas mal dans l'automobile, vous voulez faire ci, faire ça, trouver, je sais pas, un spoiler arrière super nouveau, une façon de traiter les carrosseries, vous voulez lancer votre boîte, et pas malheureusement, vous ne pourrez pas, vous aurez énormément de mal, parce que vous passerez votre temps avec des juristes, des fiscalistes à en chercher, et vous n'aurez pas les clés pour vous en sortir. Hein, et vous êtes pris à la gorge et par ce système très lourd fait pour maintenir une caste de gestionnaires en haut. Hein, ceux qui dirigent la France, hein, ce sont en général des gestionnaires. Hein, des petits vieux. La bourgeoisie française simplement n'est pas une bourgeoisie de création, une bourgeoisie de combat. Hein, c'est une bourgeoisie uniquement de gestion qui tient son rang et qui dirige uniquement grâce à la maîtrise de la lourdeur du système législatif français qu'elle a fait pour elle, hein, pour la protéger et pour empêcher les montées sociales. Alors vous voyez un peu comme la France est sclérosée par ce système. Donc voilà, je voulais juste parler un peu de ça pour que les gens aient conscience, hein, du pays dans lequel ils sont et qu'ils se battent pour qu'il y ait un changement, pour que les gens qui soient vigoureux, les gens qui aient de l'énergie, les gens qui aient des idées, hein, les créateurs, les bâtisseurs, puissent enfin s'épanouir dans ce pays qui est un pays de petits vieux gestionnaires qui vivent sur des assurances-vie plutôt que sur de l'investissement dans de la nouveauté ou dans de la création, hein, comme les Allemands au passage, qui investissent énormément et qui sont moins dans la, on va dire dans la gestion papy-mamie, hein, d'une bourgeoisie obsolète qui entraîne notre pays dans le gouffre de la chute. Voilà. Donc c'était Frédéric Delavier. Encore une fois, j'espère que je vous ai un peu éduqué. Je traverse l'Europe, je vis dans de nombreux pays d'Europe, hein, pour des raisons familiales et professionnelles. Donc je vois ce qui se passe à l'étranger, je vois ce qui se passe en France. J'ai une vision globale qui me permet de comprendre les choses et j'espère que je vous l'ai fait comprendre. Salut, c'était Frédéric Delavier. À bientôt.